Bonjour à toutes et à tous. Alors avec vous, le professeur Fatem Zahra Achour, toujours dans le cadre de la solution de l'exercice réservé au calcul du coût de revient complet avec la méthode des sections homogènes. On a vu dans une séquence précédente l'élaboration du tableau de répartition. Je rappelle encore une fois que l'élaboration d'un tableau de répartition constitue la première étape au niveau du calcul du coût de revient complet. Alors une fois nous avons élaboré notre tableau de répartition des charges indirectes, on va entamer les différentes étapes qui conduisent au calcul du coût de revient complet. Je rappelle encore une fois qu'un coût de revient, et ça conformément à la première séquence qu'on avait vue dans un premier chapitre, un coût de revient complet, c'est un coût qui contient la totalité des charges occasionnées par le cycle d'exploitation. Et on avait vu dans un chapitre premier qu'un cycle d'exploitation génère différents coûts. Essentiellement, il existe deux types de coûts. Un coût de production auquel on va rajouter un coût de distribution. Alors le coût de production lui-même, c'est un coût composite. C'est un coût qui est constitué de deux grands blocs de charges. Alors d'abord, il y a le coût d'achat des matières premières auquel on va rajouter les charges à la fois directes, à la fois indirectes, inhérentes à la fabrication. Alors, une fois nous avons calculé notre coût de production, on va rajouter le dernier coût, à savoir le coût de distribution, qui est un coût autonome. Alors, la somme de ces deux coûts, le coût de production auquel on va rajouter le coût de distribution, nous donne ce qu'on appelle le coût de revient complet. Donc, une fois on élabore le tableau de répartition des charges indirectes, le premier coût que l'on doit calculer, c'est le coût d'achat des matières premières. Alors, je rappelle encore une fois, alors pourquoi je vous dis je rappelle encore une fois? Parce qu'on a déjà vu ça dans un premier chapitre dédié à l'enchaînement des coûts au niveau de la comptabilité analytique. Alors, un coût d'achat, et d'ailleurs c'est le cas pour tous les coûts, il est composé de deux grands blocs de charges, à la fois des charges directes. Alors les charges directes, généralement, ce sont des charges qu'on retrouve au niveau des informations complémentaires et qu'on va affecter directement au calcul du coût d'achat. Et le deuxième bloc des charges, il est constitué par les charges indirectes. Alors les charges indirectes, ils sont toutes logées au niveau du tableau de répartition des charges indirectes, d'où l'importance du tableau de répartition des charges indirectes. Donc, on va commencer notre premier coût, donc le coût d'achat. Alors, j'ai deux matières premières, la matière M et la matière N. Je vais commencer d'abord par la matière M. Alors, le coût d'achat de la matière M. Alors, coût d'achat de la matière N. Alors là, nous avons la quantité, le prix unitaire et le montant total. Je pense que ça, vous le savez déjà, on l'a déjà vu dans un premier chapitre. Alors, idem pour le coût d'achat de la matière N, nous avons la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, un coût d'achat, il est composé de deux grands blocs de charges. Des charges directes, c'est le prix d'achat, donc je mentionne ici le prix d'achat, auquel on va rajouter les charges indirectes. Alors les charges indirectes, on les appelle les frais accessoires d'achat, les frais d'approvisionnement, appelez-les comme vous voulez, mais dans notre tête, on sait très bien qu'il s'agit de charges indirectes. Donc charges indirectes, directement. Lui aussi, en fait, il est constitué des charges directes, c'est le prix d'achat, le prix d'achat, auquel on va rajouter, cette fois-ci, on va les appeler frais sur achat, comme ça, vous allez mémoriser qu'on peut utiliser différentes appellations pour signifier la même chose, à savoir les charges indirectes. Alors, pour le prix d'achat, alors je vais me concentrer sur le coût d'achat de la matière M. Alors, pour le prix d'achat, je sais très bien que le prix d'achat, c'est tout simplement la quantité achetée qu'on va multiplier par le prix unitaire. Donc, je dois chercher dans le texte les informations concernant la quantité achetée et le prix unitaire d'achat. Alors, dans le texte, nous avons la matière M, on a acheté 4000 kg. Donc, je mettrai ici 4000 kg. Le prix unitaire, c'est 12,5. Alors, je multiplie 4000 par 12,5, ça nous donne 50 000. Alors, j'ai déjà effectué les calculs pour essayer d'économiser un peu de temps. Alors, pour les charges indirectes, je sais très bien que toutes les charges indirectes de l'exercice
sont logés dans le tableau de répartition des charges indirectes. Donc je dois revenir à mon tableau de répartition. Alors justement, le tableau de répartition, il y a eu déjà une séquence précédente réservée à l'élaboration du tableau de répartition. Donc si vous vérifiez dans votre tableau de répartition, vous allez trouver une section homogène réservée à l'approvisionnement uniquement. Alors dans cette section, quelle est l'unité d'œuvre? On doit toujours se poser, alors au niveau des charges indirectes, on doit toujours se poser la question sur la nature d'unité d'œuvre. Quelle est l'unité d'œuvre réservée à la section approvisionnement? Alors ici, on peut lire facilement que c'est le kilogramme de matière première achetée. Alors pour la matière M, combien on a acheté de kilogrammes? On a acheté 4000, donc je mentionne ici 4000. Alors s'il vous plaît, ici la quantité signifie tout simplement le nombre d'unités d'œuvre pour les charges indirectes. Ici, comme par hasard, on a eu la même quantité, les unités d'œuvre, c'est la quantité achetée, comme par hasard, mais ce n'est pas en fait systématique. C'est-à-dire, dans d'autres exercices, vous pouvez trouver d'autres natures d'unités d'œuvre. Alors, nous avons la nature d'unité d'œuvre, c'est 4000, c'est le kilogramme de matière première achetée, pardon. On a acheté 4000 kg, donc je mentionne 4000 kg. Alors, ici, dans le prix unitaire, je me pose la question, quel est le coût d'unité d'œuvre? C'est-à-dire que dans la section approvisionnement, quelle est l'unité d'œuvre qui permet de mesurer justement les charges? Alors, on a le coût d'unité d'œuvre, c'est 4. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que 4 signifie pour chaque kilogramme acheté, l'entreprise supporte 4 dirhams de charges indirectes. Donc ici, en fait, comment je vais libeller les 4000 kilogrammes achetés, le nombre d'unités d'œuvre, c'est par le coût d'unité d'œuvre. Donc ici, s'il vous plaît, pour les charges indirectes, la quantité, c'est le nombre d'unités d'œuvre, et pour le prix unitaire, on mentionne le coût d'unité d'œuvre, qu'on a déjà calculé dans le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, dans le tableau de répartition, on a déjà 4, et je calcule normalement les charges indirectes totales. Donc 4000 multiplié par 4, ça nous donne 16 000. Et je calcule mon coût d'achat pour la matière M. Donc le coût d'achat de la matière M, 50 000 plus 16 000, ça nous fait 66 000. Donc ici, on n'a pas de problème parce qu'il s'agit des valeurs. Mais pour la colonne des quantités, s'il vous plaît, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans une séquence précédente, plus exactement le premier chapitre réservé à l'enchaînement des charges au niveau de la comptabilité analytique. Je vous ai dit que dans la colonne des quantités, on ne fait jamais la somme. Il s'agit tout simplement de faire un arrêt sur image et de vérifier ce que vous êtes en train de faire. On est en train de calculer le coût d'achat de la matière M. Alors, il s'agit tout simplement de se poser la question, ici pour renseigner cette colonne, de se poser la question, quelle est la quantité qu'on a achetée de la matière M? Alors, dans l'exercice, dans les informations fournies par l'exercice, on peut lire facilement que la quantité achetée de la matière M, c'est 4000. Donc, je mentionne ici 4000. Alors, s'il vous plaît, on ne fait jamais la somme de la colonne quantité lorsqu'il s'agit de calculer les coûts. Il s'agit de vérifier tout simplement la quantité pour laquelle on est en train de calculer le coût correspondant. Et que ce soit pour le coût d'achat, le coût de production ou même pour le coût de distribution. Alors, on a acheté 4000 avec un coût total de 66 000. Donc, on peut calculer le coût unitaire. Donc, 66 000 divisé sur 4, ça nous fait 16,5. Alors, c'est le coût d'achat unitaire. Donc, vous voyez très bien que le coût d'achat est relativement supérieur au prix d'achat. C'est normal parce qu'il englobe des charges occasionnées par l'opération d'achat. Alors, le même raisonnement s'impose pour la matière N. Alors, le coût d'achat de la matière N, lui aussi, il est constitué du prix d'achat et les frais accessoires à l'achat ou les charges indirectes occasionnées par l'achat. Alors, le prix d'achat, c'est la quantité achetée multipliée par le prix unitaire. La quantité achetée, c'est 1220. Donc, je mentionne 1220 dans la colonne quantité. Le prix unitaire, c'est déjà donné, c'est 8,5. Alors, ça nous fait 10 370. Alors, pour les frais sur achat, la même question. Lorsqu'il s'agit de charges indirectes, on se réfère toujours au tableau de répartition des charges indirectes parce que c'est un tableau qui rassemble justement la totalité des charges indirectes supportées durant un exercice donné. Alors, dans la section approvisionnement, dans le centre d'analyse approvisionnement, nous avons une section nous avons la nature d'unité d'œuvre, c'est le kilogramme de matière première achetée, donc la même chose qu'on a faite pour la matière M. Alors, on a acheté 1200
20. Donc ici, il s'agit du nombre d'unités d'œuvre consommées par la section achat. Alors le coût d'unité d'œuvre dans la section achat, c'est 4 toujours, donc je mentionne 4. Alors 4 multiplié par 1220, ça nous fait 4880. Voilà, 4880. Et on fait la somme, 10 370 auquel on va rajouter 4880, ça nous fait 15 250. Alors, la même chose ici, il s'agit de mentionner la quantité achetée. Alors là, on met la quantité achetée de la matière N, c'est 1220. Alors on peut calculer le coût unitaire, c'est 12,5. Voilà. Alors une fois nous avons calculé le coût d'achat, avant de pouvoir calculer, de passer directement à la production, ici dans l'exercice, on vérifie s'il y a eu une opération de stockage. Alors, si vous lisez, en fait, si on fait fi au cycle d'exploitation qu'on avait tracé la dernière fois, on avait dit dans la séquence réservée à l'élaboration du tableau de répartition, on avait vu que la matière M, elle passe directement à l'atelier 1. Mais s'il vous plaît, je vais vous demander de faire attention. Une fois que vous avez calculé le coût d'achat, vérifiez s'il n'y a pas eu une opération de stockage. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la séquence réservée au cours. Je vous ai dit que le stockage, c'est une opération extrêmement importante parce que c'est une opération qui change la valeur de l'élément stocké. Et on avait vu dans un deuxième chapitre les différentes méthodes dédiées à la valorisation des sorties du stock. Alors, justement, ici, on vérifie s'il y a eu un stockage. Alors, si le stockage n'a pas été mentionné noir sur blanc au niveau de l'exercice, on vérifie s'il n'y a pas eu des informations concernant le stock, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un stock initial ou même un stock final, ou les deux en même temps. Alors, ici dans l'exercice, on peut le lire facilement. Nous avons une colonne réservée au stockage. Justement, le grand C, nous avons le stock au 2 mai, c'est-à-dire c'est un stock initial. Et le grand H en bas, vous avez le stock à la fin du mois, c'est-à-dire le 31 mai. C'est-à-dire en fait, nous avons un stock initial et nous avons un stock final. Ça veut dire aussi qu'il y a eu une opération de stockage entre-temps des deux matières M et N. Alors, une fois nous nous sommes rassurés qu'il y a eu une opération de stockage, il faut automatiquement, une fois nous avons calculé le coût d'achat, il faut automatiquement qu'on calcule, plutôt qu'on élabore la fiche de stock. Alors, pour l'élaboration de la fiche de stock, il existe différentes méthodes. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans le chapitre 2 réservé à la présentation des fiches de stock. On avait vu qu'il y avait minimum 4 méthodes de présentation des fiches de stock. Alors, on doit respecter la méthode qui est demandée dans l'exercice. Alors, si jamais aucune information n'a été mentionnée sur la méthode que l'on doit utiliser, alors directement, on va utiliser la méthode du coût moyen unitaire pondéré fin période, s'il vous plaît. Je souligne fin période et non pas le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Donc ça, c'est la règle générale en cas d'absence d'informations concernant la méthode de valorisation des fiches de stock. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Une fois que nous avons calculé le coût d'achat, j'élabore la fiche de stock pour chacune de ces deux matières. Alors, fiche de stock pour la matière M. Bien sûr, je mentionne la méthode CMUP fin période. Alors, la fiche de stock qui va directement avec le CMUP fin période, vous le savez très bien, c'est le modèle simplifié, hein, parce qu'il simplifie les calculs tout simplement. Alors, nous avons la colonne réservée à la quantité, prix unitaire, l'élément, la quantité, prix unitaire et le montant total. Voilà. Et donc, alors, nous avons la quantité, le prix unitaire et le montant total. Quantité, prix unitaire et le montant total. Alors, bien sûr, la première colonne, elle est réservée à l'élément. Idem pour cette colonne, à l'élément. Alors,
Ici, vous savez très bien comment on présente la fiche de stock grâce à la méthode du coût moyen unitaire pondéré fin période. Donc je commence avec le stock initial, stock de début de période, et là je vérifie dans le texte les informations concernant le stock initial. Alors ici nous avons le stock initial est égal à 1500, c'est le stock au début du mois, donc 1500 pour la matière M bien sûr. Alors, avec la valeur, une valeur globale de 22 000. Donc, je mentionne directement dans la colonne réservée au total. Alors, deuxième élément composant la fiche de stock, c'est les achats. Alors, les achats de la période, je mettrai achat avec S. Alors, la quantité achetée, c'est alors pour justement l'enregistrement des achats dans la fiche de stock, rappelez-vous ce qu'on avait dit dans le chapitre réservé à l'évaluation et la valorisation des sorties des stocks d'une manière générale. On a dit les achats, les entrées de stock ne posent aucun problème, leur valorisation ne pose aucun problème pour la simple raison que les achats, c'est-à-dire les entrées de stock, sont toujours réservées. Alors ici, en fait, au lieu d'entrée, d'achat, on mentionne plutôt entrée. Bon, c'est la même chose. Je préfère utiliser les termes réservés par la méthode alors entrée. Alors les entrées signifient automatiquement les achats et les achats sont toujours enregistrés avec leur coût d'achat. Donc ça, quelle que soit la méthode utilisée. Alors d'où l'intérêt du calcul du coût d'achat qu'on avait fait tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas l'effacer pour que vous ayez les informations sous les yeux. Alors pour la matière M, on a acheté 4000, donc je mentionne ici 4000. Et là, s'il vous plaît, je mettrai le coût d'achat et non pas le prix d'achat, c'est-à-dire les 66 000. Et je dois en fait faire la somme entre le stock initial et les entrées. Alors ici, ça me fait 88 000. Et pour la somme ici, ça me fait 5 500. Alors une fois j'ai eu ces deux montants, la valeur du stock initial plus les entrées et la quantité du stock initial plus les entrées, je peux calculer ce qu'on appelle le coût moyen unitaire pondéré. Alors le coût moyen unitaire pondéré, c'est tout simplement le rapport entre ces deux valeurs, les 88 000 et les 5 500. Alors ça nous fait 16. Alors, une fois j'ai trouvé ou j'ai calculé mon coût moyen unitaire pondéré, donc je dois le mentionner ici, coût moyen unitaire pondéré juste pour mémoire. Alors on avait dit qu'avec cette méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période, les éléments qui sont en stock, ils perdent leur valeur unitaire et ils vont garder l'unique valeur, celle du coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Donc, je vais à la colonne, à la partie droite de mon tableau. Alors, je mentionne les éléments de la partie droite. Alors, nous avons deux éléments. D'abord, les sorties et ensuite, le stock final. Alors, pour les sorties, je suis face à une fiche de stock de matière première, la matière M. Alors, je sais qu'une sortie signifie automatiquement, dans une fiche de stock de matière première, signifie automatiquement une consommation. Là, encore une fois, je vais vous demander en fait, de se référer au chapitre 2, donc ce que je vais dire en fait, dans une séquence, une vidéo réservée au mouvement des stocks dans le chapitre 2. Donc, une sortie signifie la consommation. Donc, je dois vérifier dans le texte quelle est la consommation de l'exercice de la matière M. Alors, en vérifiant, on va trouver facilement que la consommation elle a été de 5000. Donc, je mentionne ici 5000. À quelle valeur on va valoriser les 5000? Alors bien entendu, on va la valoriser au coût moyen unitaire pondéré qui est égal à 16. Alors ça nous fait un montant de 80 000. Alors le stock final, si le stock final il est déjà donné, je dois respecter les données. S'il n'est pas donné, je peux le calculer. Alors dans l'exercice, on peut facilement trouver... Oui, voilà. Nous avons en fait le grand H, le dernier bloc des informations données, il est réservé au stock à la fin de la période. Et justement pour la matière M, je peux lire facilement que la matière M compte un stock final de 480. Alors à quel coût je vais calculer, ou plutôt évaluer les 480? C'est toujours le coût moyen unitaire pondéré qu'on a calculé tout à l'heure, c'est-à-dire le 16. Alors ça nous fait 7680. 7680. Alors, vous savez très bien que, conformément au principe de l'élaboration du coût moyen unitaire pondéré, alors ici, le stock initial plus les entrées, la quantité du stock initial plus les entrées doit être exactement égale
à la quantité des sorties plus le stock final. C'est-à-dire ici, je dois trouver absolument 5500. Et le même principe s'impose pour la colonne réservée aux valeurs. Donc ici, je dois trouver 88 000. Alors, quand vous avez la quantité du stock final est donnée, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas, si le stock final théorique, c'est-à-dire le stock final calculé au niveau de la fiche de stock de la comptabilité analytique, est exactement égal à la quantité du stock final fourni par les informations complémentaires. Autrement dit, il faut vérifier si le stock comptable il est égal au stock théorique. Alors ici, le stock comptable, le stock réel, parce que le stock comptable, c'est le stock théorique. Alors, le stock réel est égal à combien? Est égal à 480. Stock réel est égal à 480. C'est le stock en fait qui est fourni par les informations complémentaires, les informations fournies par la comptabilité générale. Alors le stock comptable doit être normalement le stock théorique que nous devons avoir conformément en fait au mouvement des stocks que vous connaissez très bien. Il est égal à quoi? Il est égal au stock initial auquel on va rajouter les entrées et retrancher les sorties. Alors le stock initial c'est 1500, les entrées c'est 4000, c'est-à-dire 5500, moins les sorties c'est 5000. Donc en principe 5500 moins 5000, ça doit nous donner un stock comptable qui est égal à 500. Alors là, vous voyez que nous avons un stock réel qui est différent du stock comptable. Donc on va vérifier si le stock réel est supérieur ou inférieur. Bon, là c'est clair que le stock réel il est inférieur au stock comptable, c'est-à-dire le stock théorique, le stock qu'on devait en principe avoir au niveau des fiches de stock de la comptabilité analytique. Alors lorsque nous sommes face à cette situation, on appelle ça une différence d'inventaire. Et d'ailleurs, je vous ai montré à travers une vidéo réservée uniquement à ces différences d'inventaire comment on peut analyser ces différences d'inventaire. Il se peut qu'il s'agisse d'un mali d'inventaire ou encore un bonus d'activité. Alors ici, nous avons un stock réel inférieur au stock comptable. Automatiquement, nous sommes face à une situation de mali d'activité. Donc nous sommes face à un mali. Alors, la quantité de ce mali, c'est clair, c'est 500 moins 480, donc c'est 20. Pardon, non, là, je dois mentionner ici. Donc, mali, c'est au niveau des éléments que je dois le mentionner. Un mali de 20, d'une quantité de 20, évalué toujours au même coût unitaire pondéré, chose qui va nous donner 320. Alors le mali signifie tout simplement qu'il y a une certaine quantité qui devait en principe figurer au niveau du stock et qu'on ne retrouve pas. Une quantité qui a été dilapidée, une quantité qui a été volée, une quantité qui a été cassée, bon bref, différents dysfonctionnements qui peuvent surgir lors du stockage de l'élément. Ou tout simplement une quantité qui n'a pas été enregistrée lors de l'entrée du stock, tout simplement, c'est-à-dire des erreurs de comptabilisation, tout simplement. Alors le mali, il est toujours inscrit dans une fiche de stock avec un signe plus. Donc une quantité qui devait normalement y être, mais qui ne figure pas au niveau du stock. Alors, une fois nous avons présenté, ou plutôt calculé la fiche de stock pour la matière M, on doit faire le même travail pour la matière N. Alors, on va présenter la fiche de stock pour la matière N, bien sûr toujours en observant la même méthode, la méthode du CMUP, fin période. Donc il s'agit toujours de mentionner la méthode choisie pour la présentation de la fiche de stock. Alors, le même principe, nous avons stock initial, donc les mêmes éléments qu'on retrouve dans une fiche de stock, simplifiée. Alors, les entrées. Alors là, nous avons les sorties avec, bien sûr, le stock final.
Alors, le stock initial, il s'agit des informations qu'on doit en principe trouver au niveau du texte. Alors, nous avons le stock initial pour la matière N, c'est 780. Et pour le montant total, c'est 12 750. Alors les entrées, la signification des entrées, je pense que maintenant vous le savez très bien, les entrées signifient tout simplement les achats de la période. Alors c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai laissé le tableau concernant le calcul du coût d'achat sous vos yeux. Alors on a acheté 1220, à quel coût? Au coût de 15 250. Donc je rappelle encore une fois, les entrées sont toujours inscrites au niveau de la fiche de stock par leur coût d'achat. Alors 1220 qui nous ont coûté 15 250. Alors je fais la somme de la colonne des quantités, je trouve c'est clair, c'est 2000. Et 12 750 plus 15 250, ça nous fait 28 000. Alors le rapport entre la valeur du stock initial plus les entrées et la quantité du stock initial plus la quantité des entrées, ça nous fait un montant de 14. Et bien sûr, 14, c'est notre coût moyen unitaire pondéré qui va nous servir à la valorisation de la partie droite de notre fiche de stock. Alors pour les sorties, dans une fiche de stock de matières premières signifie consommation, utilisation, c'est-à-dire les consommations demandées par les ateliers de la matière N. Et là, on peut lire facilement que la consommation elle a été de 1200. Alors la valeur de ces éléments sortis de notre stock, c'est 14. Bien sûr, c'est le coût moyen unitaire pondéré, alors qui va nous faire un montant de 16 800. Et le stock final, alors le stock final, je dois vérifier dans les informations complémentaires, est-ce qu'il n'y a pas d'informations concernant le stock final de l'exercice. Alors justement, en bas, vous avez le grand H, stock final à la fin de la période, 31 mai. Alors vous avez 800. Une quantité de 800 pour la matière N. Bien sûr, elle va être toujours valorisée à 14. Alors, ça nous fait 11 200. Alors là, si vous calculez la quantité des sorties plus le stock final de la matière N, on va trouver qu'il s'agit de 2000. Donc, il y a égalité. Ça veut dire qu'il y a eu ni Mali ni bonus par rapport à la matière N. Donc voilà comment on calcule le coût d'achat et comment on élabore le stock, les fiches de stock concernant les différents éléments, les différentes matières achetées durant un exercice donné. Je vous remercie pour votre attention.